Mes chers amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en semi-confinement, semi-déconfinement, hein, on fait comme on peut, pour vous parler, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ces derniers temps, beaucoup de gens m'ont sollicité aussi pour vous parler. Alors je vais le faire comme toujours, je vous parle sans filet, sans papier, je vais vous donner mon sentiment qui est finalement celui d'une personne qui a réfléchi à la question et s'est penchée sur le mal qui arrive maintenant. Je vous parle principalement de toutes ces démonstrations, de toutes ces manifestations, pardon, pour antiracistes, en s'attaquant principalement au symbole de la royauté chez nous, au symbole de la République de France. Je pense que tout ce que j'ai vu, je le comprends très bien d'un niveau humain. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu, les images de ce monsieur étranglé, c'est tout à fait insupportable. Et ça m'a beaucoup touché aussi. Euh, je comprends aussi la réaction humaine qui s'en est suivie, en Amérique principalement. Et ce qui m'a étonné, c'est la réaction mondiale, bien que humainement compréhensible. Pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologique, les gens sont restés confinés pendant 2 mois et demi, 3 mois. Ça crée de la colère, ça crée de la tension. Les gens ont envie de sortir, ils ont envie de s'exprimer quand ils voient des choses qui leur font mal. Et notre rôle à nous, intellectuels, philosophes, penseurs, travailleurs de l'histoire, ça n'est pas de condamner. C'est de dire simplement que ce que vous faites, c'est être ignorant. Vous êtes des ignares. Tout ce que j'ai vu, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la bêtise. La bêtise mène à faire des erreurs. Je l'ai vu tant d'un côté que de l'autre. J'ai vu des gens qui ont retweeté les bienfaits du roi bâtisseur, c'est très très bien, oui, oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont étudié derrière pour vous dire ça? Ils ont simplement fait un retweet. J'ai vu les manifestations, on a déboulonné Baudouin, on a tagué Léopold II. Tout cela, c'est de la passion. La passion, c'est de la souffrance, toujours. Il faut pouvoir arriver à comprendre. Et pour comprendre, il faut remettre dans un contexte historique. La première chose que j'ai à dire aux gens qui certainement ont manifesté ou ont retweeté des pour ou des contre, ce que je ne juge pas. Moi, je vous dis simplement les choses. On replace d'abord dans le contexte historique, on se situe entre 1850 et 1900. La Belgique est à l'époque un État qui n'a rien. Il est, je dirais, sa légitimité est contestée par les royaumes d'Autriche et de Russie, et il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver quelque chose. Bien sûr, le roi, il n'y est pas arrivé tout seul. Il n'y est pas arrivé tout seul. Il a mandaté un certain monsieur Stanley, qui était un spécialiste de l'Afrique. Stanley, il faut le savoir, il a parcouru à pied et en pirogue 11 000 kilomètres dans l'Afrique. C'est lui qui est vraiment le déclencheur de tout ça. Et c'est lui qui parle au roi Léopold II de cette chose-là. Léopold II qui souhaitait vraiment arriver à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut se replonger un peu dans son histoire. Il était donc monarque d'un pays, d'un État dont la légitimité était contestée. Il est aussi le fils de Louise d'Orléans. On se rappelle Louise d'Orléans, sa mère qui ne l'aimait pas. Elle-même, elle était la fille du roi, si je ne m'abuse, Louis-Philippe de France. Et elle n'aimait pas son fils. Elle disait que c'était un enfant sadique,
avec un œil d'oiseau. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits. Et donc, il a peut-être souffert aussi de cela. Et c'est pour cela qu'il a peut-être voulu se rebeller. Après, il faut comprendre l'histoire d'un homme ou d'une femme. Et ce qui les pousse à faire des choses. Donc, il était mal aimé par Louise d'Orléans, sa maman. Et il voulait absolument construire un État. Il disait un État, cela n'est rien sans colonie. À tort ou à raison, aujourd'hui, c'est autre chose. À l'époque, il avait raison. Pourquoi? Parce qu'on avait 100 ans de retard. On avait 100 ans de retard sur l'exploitation des colonies. Il faut savoir que les Français, les Britanniques, les Néerlandais avaient déjà beaucoup de colonies. Mais quand nous avons accédé nous-mêmes aux colonies, les empires coloniaux avaient une autre façon de raisonner. C'est-à-dire que au départ, c'est la colonie qui donnait à la métropole, et après, normalement, dans un système normal, c'était après à la métropole de donner à la colonie. Ce qui n'était pas du tout le cas chez nous, parce que c'était une colonie qui était naissante. Et donc oui, Léopold n'a pas eu du tout ce mode-là de pensée, et il a fait l'inverse. Pourquoi? Pourquoi le Congo? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qui poussait le roi à vouloir régner en souverain unique sur 2,5 millions de kilomètres carrés de superficie, comparé à la Belgique? Vous voyez un petit peu, 20 millions de personnes à l'époque, au début. Après, on verra que ça n'a plus été le cas. Et donc pourquoi il cherchait à faire ça? C'était tout simplement parce qu'il y avait du caoutchouc et qu'il y avait une demande énorme pour faire des pneus, Dunlop par exemple. Il fallait fournir. Eh bien, le Congo était capable de fournir des tonnes et des tonnes et des tonnes de caoutchouc pour la production de pneus. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a été là, tout simplement. Et donc, l'obsession du roi, c'était d'être... il disait lui-même dans un de ses écrits, je veux garder cette part du gâteau, la main mise sur cette part du gâteau. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé très subtilement, en 2 temps, oserais-je dire. Premier temps, M. Stanley, qui avait lui-même déposé ce projet, n'est-ce pas, a commencé à chercher l'assentiment, l'acceptation des chefs. Donc comme il avait une connaissance du terrain, il est parti voir tous les chefs des tribus afin de recueillir leurs signatures en essayant d'acheter des choses, leur promettant des choses, etc. Donc il fallait l'assentiment local, je dirais, en premier lieu. Second temps, parce que la part du gâteau était tellement énorme que les autres puissances se sont mis à regarder aussi un petit peu à côté. Ils n'étaient pas tout à fait aveugles, les autres. Donc ils se sont dit, ben, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un pays, là, il règne sur tout. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et alors, en deuxième temps, ce sont les accords de Berlin, si je ne m'abuse, les accords de Berlin qui datent de 1885 au mois de février, si je ne m'abuse. Et là, l'ensemble des nations reconnaissent la souveraineté entière, pleine, du Congo au roi Léopold II. C'est-à-dire que tout lui appartient. Mais en contrepartie, Léopold a dit, oui, bien sûr, il y aura la création de richesses, l'État sera indépendant, souverain, vous pourrez avoir votre part du gâteau aussi sur les bénéfices, etc. etc. Tout ça n'était bien entendu qu'un leurre. Hein. Tout ça était bien entendu qu'un leurre. Mais bon, ces accords sont tombés, et c'est comme ça, c'est avec la double légitimité à la fois des nations et des autochtones qu'il a pu avoir ce titre-là. Sinon, cela n'eût pas été possible. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, comme je vous ai parlé de M. Stanley, je dois aussi vous parler des autres membres du casting, je dirais,
qui ont joué le jeu, et puis après, ils se sont rebellés quand même. Après, ce sont les missionnaires. Les missionnaires, c'était très important pour Léopold II d'apporter soi-disant la civilisation. Et la civilisation, ils ont apporté par les missionnaires. Et comme on connaissait les missionnaires et le rôle de la religion à l'époque, c'est-à-dire maintenir les plus faibles sous une... pas sous la foi, mais sous la crainte d'un Dieu vengeur et punificateur. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a appris aux Congolais à rester à leur place. C'est-à-dire ils devaient obéir. C'était comme ça que ça se passait. Parce que sinon, il y avait une sanction divine qui allait tomber. Je ne sais pas si la sanction divine est tombée, mais je sais en tout cas que par la suite, lorsque la demande de caoutchouc s'est accentuée, les traitements aux Congolais ont été tout à fait insupportables. Il y avait des viols, il y avait des mains coupées, il y avait des bras coupés, il y avait des seins coupés des femmes. Si les copains qui travaillaient pour la Belgique ne rentraient pas le quota escompté, ils avaient parfois une balle dans la tête. C'était comme ça. Et tout ça était géré par une administration. C'est-à-dire que Léopold avait mis une administration. Il y avait des soldats aussi, je crois, 11 000 ou 16 000 têtes de personnes qui étaient là pour maintenir l'ordre. Pas dans ce qui était une nation, mais ce qui était devenu à l'époque, à mon sens, un camp de travail forcé. C'était ça le Congo à l'époque. C'était un camp de travail forcé. Je ne peux pas le comparer à Auschwitz aujourd'hui, mais je dirais pareil, c'était un camp de la mort. C'était un camp de la mort. Alors oui, j'entends très bien le prince Laurent, il a tout à fait raison quand il dit que sa famille n'était pas au courant car n'y a jamais été. D'accord, mais c'est pas parce qu'on n'a pas été qu'on n'est pas l'instrument de ces choses-là et que tout ça vient bien entendu du roi Léopold II. C'est lui qui donnait les objectifs, les ordres à suivre. Je me rafraîchis un petit peu. Alors, tout ça est odieux. Tout ça est bien entendu odieux parce que, bien entendu, il y a eu énormément d'argent en retour pour nous, pour cela. Et tout ça s'est fait dans le silence, le plus total. C'était le roi sur sa cassette personnelle, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui a fait le cinquantenaire. C'est pas l'État qui a fait les autres choses à l'époque. C'est le roi sur sa cassette personnelle et en toute discrétion. Parce qu'il ne fallait absolument pas savoir tout l'argent qu'il amassait du Congo. Alors voilà, vous savez un petit peu la vérité sur ce Congo, ce qu'elle a été entre 1850 et 1900. Mais il faut savoir que, comme on dit, l'imposture jamais ne dure pour qui veut tromper. Et en 1905, monsieur Edmond Dean Morel, je pense, un londonien, a vraiment mis en exergue les extractions, les exactions, extractions et exactions aussi de ce qui se passait. Et ils ont été dans le monde institutionnel européen nombreux à demander, il faut le savoir, dans l'histoire de la Belgique, c'est le seul roi pour qui on avait demandé la pendaison. C'est la vérité. C'est la vérité. Il s'en est souvent caché, il a répondu souvent je ne suis pas au courant, mais si c'est le cas, c'est le prix à payer pour le rendement économique. Tout tournait sur le rendement économique. Bien sûr, il n'était pas là, il ne voyait pas. Donc lui, c'était son motto, c'était sa domination de dire voilà, on fait de plus, de plus, de plus, de plus, de plus en plus. Et voilà ce qui s'est passé. Donc vous savez ce qui s'est passé au Congo, les vérités, etc. etc. On arrive alors en 1909,
la mort du roi, Léopold II, avec un convoi funéraire qui, on s'en souvient, était hué, il est passé sous les huées de la foule. Hein, c'est la vérité, ça aussi, je n'ai pas inventé. Je vous le dis, c'était sous les huées. Donc après, nous avons eu, parce que je vais en revenir aussi, et je vais vous dire pourquoi après, parce que j'ai vu aussi, je vais faire le lien dans notre histoire, parce que j'ai vu après qu'on a aussi cassé des statues du roi Baudouin. Ah ben le pauvre. Il arrive bien loin après, lui. Il arrive bien loin après. Donc en 1909, le roi Léopold II meurt. C'est le roi Albert Ier qui revient sur le trône de 1909 à 1934, me semble-t-il. Et après, il n'a pas laissé une grande place, mais après c'est son successeur, ça c'était Léopold III, qui était lui le père de Baudouin, et il restera notre roi jusqu'en 1951. Penchons-nous aussi d'abord un peu sur l'histoire de Baudouin, avant d'aller déboulonner la statue de quelqu'un, parce que ce pauvre-là, il a fait du mal à personne, lui. Hein. Comment est-ce que je vais dire ça? Oui, Léopold III, il a épousé Astrid de Suède. C'était un couple extraordinaire. Donc ils ont eu, je pense, 3 enfants. Il y en a d'autres, je pense, mais je ne les connais pas. Donc il y avait Joséphine Charlotte, Baudouin et Albert. Donc ils sont allés comme ça, ils ont grandi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi pour ce petit garçon Baudouin? Vous savez, quand même, notre reine Astrid, elle est morte très très jeune. Elle est morte en Suisse d'un accident de voiture. Alors comment ça s'est passé cet accident? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, il y a différentes histoires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle en est décédée. Léopold III, lui, devait connaître la justification parce que c'était lui qui était aux commandes de la voiture. Alors on a entendu tout, on a entendu qu'il était soit un petit peu enivré, soit qu'il tenait une carte, ou soit que c'était Astrid qui tenait une carte et qui s'est envolée et qui a provoqué l'embardée de la voiture, qui a foncé dans un arbre et qui a tué sur le coup la reine Astrid. Toujours est-il que c'est arrivé et que Baudouin à l'époque, il avait 4 ans. C'était un choc terrible pour lui. Perdre sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé encore aussi? C'était le premier choc. Donc après, on a confié les enfants à une dame de compagnie, une dame de la cour, qui était, si je me souviens bien, une dame des Pays-Bas, néerlandaise, qui a beaucoup aimé les enfants, elle les a beaucoup éduqués, elle les a éveillés à la langue néerlandaise. Et Baudouin, à qui manquait sa maman terriblement, s'est extrêmement attaché aussi à cette personne qu'il a dû quitter après. Encore un deuxième déchirement. Donc ce petit garçon, il a 4 ans, sa maman part, il se noue des liens avec, et on sait comment c'est dur dans ces milieux-là, il noue des liens extrêmement forts avec sa nounou. Sa nounou, au temps de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle ne peut pas suivre la famille royale qui va se mettre à l'abri, donc c'est un deuxième déchirement. Tout cela sous le coup d'une émotion catholique très très forte, et on ne s'étonnera pas d'après pourquoi Baudouin avait beaucoup d'amour pour Fabiola, qui était une catholique, c'était presque une sœur, hein, Fabiola elle-même. Donc ils se sont bien retrouvés là-dedans. C'est pour ça qu'ils faisaient un beau couple, parce que lui était en demande et elle était dans la représentation et dans la pratique. Savoir que Fabiola se réveillait la nuit pour aller prier. C'est un couple très catholique, très pieux. Ce qui plaisait à Baudouin, ce qui le rassurait.
Alors, il ne faut pas penser que ce monsieur était en quoi que ce soit une mauvaise personne. Non, c'était quelqu'un en souffrance et qui est monté sur le trône en souffrance aussi, hein. Je rappelle, quand il a prêté serment, il y avait des républicains, on disait vive la République quand il faisait son serment. Mais il a été toujours une bonne personne et il a été euh, dans le développement aussi du Congo, dans la reconnaissance. Mais bon, c'était un peu une reconnaissance forcée du Congo, je rappelle. euh, Ici, une grande personne, Monsieur Lumumba, pour ceux qui l'ont oublié, un ancien employé des postes, quelqu'un qui revendait de la bière aussi, il vendait la bière congolaise. Et ce monsieur a été reconnu bien après, ici je vous parle bien après Léopold II, hein, quand l'État du Congo a été cédé à la Belgique. Et il était affranchi. Mais il faut savoir ce que c'était affranchi. C'est-à-dire qu'on demandait aux Congolais, est-ce que vous mangez avec une fourchette? Est-ce que vous portez une culotte? C'était ça pour être affranchi. On n'est pas loin des années 60, là. L'indépendance du Congo, c'est 1960. Euh, nous y sommes, en 60. Hein. Il y a l'indépendance du Congo qui est déclarée. Et se passe un drame, parce que, et c'est pour ça que je veux en venir vraiment je vais faire le lien avec tout ce que je vous raconte, parce que il est pour moi très très important que les gens comprennent ce qui se passe. Il y a eu la colonisation, il y a eu après, et après c'était quoi? Monsieur Kasaboubou, Monsieur Lumumba, qui était sans doute l'un des meilleurs que on a fait assassiner. Et les services belges euh, ne sont pas innocents à cet acte-là. Et puis après, c'est ça que je veux montrer, c'est que dans l'histoire, l'histoire se répète. Il y a eu après Monsieur Mobutu, euh, Papa Maréchal, comme on l'appelait. Il n'a pas fait mieux, hein. Il a détruit, il a tué des gens aussi pour son propre pouvoir. S'en est suivi après Monsieur Kabila, si je ne m'abuse. Monsieur Kabila, aussi, soi-disant, euh, on avait fait l'ex-Congo, on était revenu à Zaïre, mais tout le monde savait bien que ces gens-là étaient manipulés par d'autres puissances, et que simplement le fait de donner aux dirigeants permettait de garder la mainmise sur les choses. Puis après, M. Kabila, qui a été, si je ne m'abuse, assassiné par un membre de sa propre garde, a fait place, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, a fait place à M. Kabila fils, c'est-à-dire le premier dirigeant qui n'avait pas connu la colonisation. Alors pourquoi mettre quelqu'un de si novice, de si inculte de sa propre histoire à la tête de ce pays? Sinon, pour les puissants, d'avoir encore plus de facilité à le mener. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est pour ça que j'en viens à dire qu'il ne faut pas casser les statuts. Parce que le problème du colonialisme, c'est juste un mot. Le colonialisme, c'est quoi? Sinon le fait que des puissants ont la main sur d'autres qui sont plus faibles. C'est ça. Il n'y a pas de colonisation pour moi. La colonisation, elle est liée à un terme de race. Mais la race, pour moi, n'existe pas. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des êtres humains. Non, c'est toujours la même chose. Parce que sinon, aujourd'hui, si vous avez un patron, c'est de la colonisation aussi, quelque part. Même s'il ne vous donne pas des coups de chicotte, comme c'était le cas au Congo. Je rappelle la chicotte, ce que c'était, hein.
c'est-à-dire des coups de fouet avec de la peau de rhinocéros séchée. Ça fait très mal, ça, hein, quand on reçoit ça. Mais c'était ça qu'on donnait aux gens. Aujourd'hui, on ne travaille pas comme ça. Mais il y a toujours quelqu'un de plus puissant qui prend parti ou qui utilise le plus faible. Ça, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas de colonisation pour moi. Cela n'existe pas. Il y a juste de la maltraitance, toujours de l'exploitation humaine des gens qui sont exploités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple de la néocolonisation. Parce que moi, je n'ai pas vu des gens aller jeter des œufs sur Bank of China qui étaient à 2 pas de la statue de Léopold II. Mais pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'y étais moi-même, j'ai assisté. Je traverse le Kenya. À cette époque-là, nous sommes à 10 années d'ici. Et je vois sur des kilomètres de route des personnes qui travaillent. Et je dis à mon chauffeur, je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Je dis, c'est tout des Chinois ici, c'est tout des Asiatiques. Elle me dit, bah oui, et tu sais pas quoi? Il me dit, ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers asiatiques qui viennent reconstruire les routes. Et en contrepartie, ils reçoivent la mainmise sur les matières premières. Est-ce que cela ne serait pas non plus à dénoncer aujourd'hui plutôt que de cracher sur le passé qui est passé? Ne regardons-nous pas devant ou de ce qui se passe maintenant? Deuxième exemple, précis, car je l'ai vécu, je l'ai vu. J'étais au Zimbabwe. Je rencontre la personne qui dirige le lodge où je logeais pour m'occuper des lions. Et il me dit, c'est de nouveau la catastrophe. Il me dit, j'ai dû mettre une ampoule et tout a pété. Et je lui dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est parce que toutes ces choses qui nous arrivent ici viennent de la Chine. C'est des produits merdiques. C'est-à-dire tous les produits qui viennent de la Chine et qui n'ont pas cette certification CE, parce qu'ils sont produits beaucoup plus vite encore et avec moins de normes. Donc ce qui est produit chez nous doit se faire sous le couvert de certaines normes. Et bien là-bas, il y a encore une marge. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas capable d'arriver chez nous, toute la merde arrive sur le continent africain. Mais ça, c'est la vérité. Mais est-ce que ce n'est pas non plus, nom d'une pipe, à dénoncer ce néocolonialisme capitaliste? Je le pense, et celui-ci est à battre maintenant. Je n'ai pas vu non plus dans les manifestations autant les gens que j'aurais voulu voir jeter des œufs sur Bank of China, je ne les ai pas vus jeter non plus leur Samsung. D'où viennent les métaux précieux qui alimentent nos téléphones et nos télévisions? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient de l'Afrique. Et vous savez comment ça se fait? Je l'ai vu, j'y ai assisté. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants parfois, qui descendent dans des espèces de mines ou de grottes pour aller rechercher les métaux précieux qui enrichissent Samsung. Voilà. Ah ben alors, est-ce que à ce moment-là, si on est contre le colonialisme, il ne faudrait pas casser aussi son téléphone? Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, être humain et se remettre tout ça dans le contexte. Et je le dis, détruire, ça ne fait rien. Il faut construire ensemble. Il faut plutôt aller taper chez Bank of China, chez Samsung et leur dire, ce monde-là, on n'en veut pas, vous savez faire des téléphones. D'abord, vous allez protéger les gens qui vont là, parce que ces gens qui vont là-bas, ils meurent parfois là, sous la mine ou dans la grotte. Ils n'ont pas d'assurance. Il y a une famille derrière qui reste et qui n'a rien du tout, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire un si beau téléphone sur tant de souffrance sans qu'il y ait une contrepartie qui soit rendue? Voilà aussi la vérité, mes chers amis. Et je voudrais vous dire aussi que moi, je souhaite remettre dans le contexte tout comme je le fais avec vous. Je vous parle librement. Vous pouvez me répondre aussi si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense qu'il faut tout remettre dans son contexte. Je ne suis pas pour déboulonner les statues de l'espace public. Pourquoi? Parce que sinon je les mettrais dans un musée. Et dans le musée, peu de gens peuvent les voir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un maximum de gens puissent les voir
et puisse avoir matière à réfléchir. Si on casse les statuts, si on casse l'histoire, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de matière à penser. S'il n'y a plus de matière à la pensée, il n'y a plus de pensée. Et donc nous serons tous des incapables et des idiots et des imbéciles. Et ça, je ne veux pas. Donc je souhaite que tout reste dans l'ordre, qu'on ne saccage pas, que les gens se rappellent, qu'on mette des plaques pour contextualiser ce qui était, et qu'on réfléchisse toujours ensemble. Parce que si on oublie de réfléchir, il est très, très probable de revoir arriver des choses comme ça dans un futur proche, je pense. C'est déjà le cas maintenant, c'est le néocolonialisme que je vous ai dit en quelques exemples. J'ai pris l'Afrique parce que c'est notre sujet aujourd'hui, mais c'est comme ça partout, là où les sociétés, là où le puissant peut tirer avantage du petit, c'est ainsi que ça se passe. Donc voilà, on ne détruit rien. Je rappelle aussi que si les gens étaient en colère et qu'ils étaient près de la statue de Léopold II, ils auraient pu aller, c'est à moins de 500 mètres, aller taguer Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, premier grand colonisateur. Eh bien voilà, on en vient là. Donc on va tout détruire. Non, on ne peut pas tout détruire. On ne peut pas être ignare non plus. Il faut, au lieu de prendre une bombe et de taguer, on prend un stylo, on écrit et on parle. Voilà comment on doit réagir par rapport à ces choses, mais jamais dans la violence, jamais. C'est facile, c'est très facile d'aller taguer, c'est très facile. Et il y a raison, peut-être. Il y avait des raisons. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Il y avait des raisons aussi pourquoi d'autres ont défendu Léopold. C'est la vérité. Mais ceux-là, je les invite aussi avant dans les livres d'histoire à réfléchir et puis après, on verra, on débattra. Mais je n'ai vu aucun débat. Je n'ai vu aucune réflexion d'une personne qui se dit, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, on réfléchit ensemble. Non, c'était tout des forwards de trucs qui m'énervent énormément. Donc voilà pourquoi je vous parlais ce soir. Il y a Ramsès qui fait des choses, donc je vais aller le voir. On a parlé ensemble une demi-heure, ça m'a fait très plaisir. Forwarder ce message aussi, parce que je souhaite aussi savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis prêt à débattre. En tout cas, et partagez ce message. Partagez à ceux qui peut-être vous ont, tout comme moi, choqué par cette prise de position assez unilatérale, soit d'un côté ou de l'autre, sans réfléchir, sans penser à ce qui s'est passé. Voilà. Bien moi, la seule chose que je vous dis, je vous embrasse, je fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt.